Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Camille qui est Equicoach et qui va nous partager son métier aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Merci de m'accueillir ici au milieu des chevaux dans cette belle maison. Donc merci pour ton accueil et puis merci de prendre un peu de ton temps pour partager ton métier avec nous et comme ça on va pouvoir en savoir un peu plus sur ce métier d'Equicoach. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Alors, qui je suis ? Je m'appelle Camille. D'où je viens ? C'est toujours une question compliquée parce que je suis née à Dijon, mais j'ai déménagé tous les 3 ans. D'accord. Donc, j'ai pas de terre d'origine, mais là, actuellement, j'habite à Bourg-en-Bresse. C'est mon lieu de vie et d'exercice de mon activité. C'est bien, on dit que les voyages forment la jeunesse. Donc voilà, c'est de la richesse, c'est de l'expérience les voyages. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier alors d'Equicoach ? La version courte ou la version longue ? C'est pareil, c'est toujours une question de joker. Mais c'est toujours très intéressant de parler de comment j'en suis arrivée à faire ce métier-là. C'est un appel du cœur parce que j'ai toujours été passionnée des chevaux depuis que je suis petite. En fait, je fais de l'équitation. Sauf que j'ai suivi un parcours classique où j'ai pas laissé rentrer les chevaux dans ma vie professionnelle tout de suite. Et où, au bout d'un certain temps dans le salariat, 3 ans très exactement, donc c'était pas si long que ça. Mais au bout de 3 ans où ça ne me convenait plus, je me suis rendu compte que il fallait que je retrouve du sens. Et ça a été grâce à mon patron de l'époque qui m'a posé ouvertement la question: Camille, qu'est-ce qui fait du sens pour vous ? Et je m'étais jamais autorisée à me poser cette question. Dans ma famille, on pose pas ce genre de questions non plus. Donc, c'était un grand bouleversement de me dire, en fait, je peux choisir quelque chose qui me correspond, qui fait du sens pour moi. Je suis pas obligée de rester sur les sentiers battus. Et l'humain, c'était une évidence. Depuis que j'avais travaillé en hôtellerie et que j'ai découvert le contact avec les clients, je voulais travailler encore au contact de l'humain et je voulais réintégrer les chevaux dans ma vie. Ok. Et c'est là que j'ai trouvé l'Equicoaching, qui est la parfaite alliance entre l'humain et le cheval, puisque donc c'est une reconversion pour toi. Absolument. Ok, super. Et donc, justement, quelles sont tes missions ? C'est quoi ton métier d'Equicoach ? À quoi ressemblent tes journées ? Qu'est-ce que tu fais dans ton métier ? Alors, l'Equicoaching, c'est de la médiation animale. Ça, c'est la grande famille de métiers. Et la sous-famille, c'est la médiation par le cheval. Donc, grâce au cheval, l'humain va se reconnecter à lui et va découvrir des choses qui sont enfouies ou bien immergées profondément et notamment des compétences relationnelles, des compétences managériales. On peut vraiment aller rechercher toutes les soft skills, si jamais c'est un mot qui parle. En français, les soft skills, ça se définirait par toutes les compétences de savoir-vivre et de savoir-être. Et le cheval va nous permettre d'aller chercher tout ça, toutes ces soft skills qui sont enfouies au fond de nous. Et donc, on va travailler la gestion du stress, la confiance en soi, le leadership, et en fait, la gestion émotionnelle aussi au sens large, parce que le cheval est doté d'une agilité émotionnelle remarquable et donc on a beaucoup à apprendre de lui. Et l'Equicoaching, en résumé, c'est aller apprendre et découvrir des choses sur soi grâce au cheval et au contact du cheval. D'accord. Ça, c'est
en général. Mais comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne? C'est peut-être ça la C'est quoi question. La magie? la magie du truc? Alors le cheval, en fait, c'est un animal de proie dans la nature. Donc en fait, il a une sensibilité particulière qui lui permet d'assurer sa survie. Il vit en groupe, donc c'est un animal grégaire, ce qui fait que son mode de survie, c'est aussi de compter sur les autres. Et pour aller plus en détail et comprendre pourquoi avec l'humain ça match, c'est que cette sensibilité lui permet de ressentir les changements émotionnels au sein du groupe. Donc si par exemple, il y a un individu qui ressent de la peur parce qu'il perçoit un danger, eh ben la peur d'un individu va se transmettre à tout le groupe, qui va pouvoir permettre au groupe de prendre la fuite s'il y a effectivement un danger. Et c'est cette perception fine qu'il a du changement émotionnel, du changement corporel des autres individus autour de lui qui permet d'assurer sa survie. Et c'est comme ça que l'humain peut interagir avec le cheval, parce que l'humain va donner des signaux non verbaux au cheval que le cheval va percevoir. Et si on veut rentrer en relation avec le cheval, il va falloir s'adapter à son mode de communication. Parce que si on arrive avec nos grands sabots et notre grande joie de vivre, mais qu'on n'est pas du tout cohérent émotionnellement, en fait, le cheval, il va pas voir le sourire qu'on a sur nos lèvres, il va voir la peur et le stress et l'angoisse qu'on a dans le ventre. Et donc, c'est cette finesse de perception sensorielle qu'il a qui nous permet de comprendre en fait ce qu'on ressent vraiment. Parce que l'humain est très fort pour être dans le mental et ne pas forcément ressentir ses émotions, ses perceptions sensorielles et corporelles, et ce que le cheval va capter tout de suite. Et donc, comment il va le retransmettre, ça, le cheval? Comment il va le retransmettre? Eh ben, il va avoir une réaction comportementale à notre approche ou à nos propres comportements. Il suffit que on arrive d'une façon, d'un pas un peu trop décidé, alors que à l'intérieur on est complètement en peur, avec beaucoup de peur. Bah le cheval, il va ressentir notre peur et notre incohérence. Il va sentir que on arrive d'un pas décidé, mais on a peur. Et du coup, lui, sa réaction peut être multiple. Ça peut être de partir, ça peut être de baisser les oreilles pour faire comprendre qu'on n'est pas le bienvenu à son approche. En fait, il va avoir des réactions face à notre comportement. Et c'est ça, c'est les réactions qu'on pourra voir du cheval ou qu'on pourra observer ou ressentir ou expérimenter qui vont nous faire prendre conscience des choses. D'accord. Donc ça, c'est ton boulot d'analyser un peu le comportement du cheval pour... Justement, non. Même pas. En fait, c'est le client qui va faire son analyse, mais pas forcément mentale. C'est le client. En fait, le rôle du coach, le coach, il va être là déjà pour assurer la sécurité de la mise en relation entre le cheval et la personne. Mais c'est surtout la façon dont je vais poser les questions pour faire prendre conscience à la personne ce qu'elle est en train de vivre. Donc, si par exemple, la personne est en train d'approcher le cheval, elle a envie d'aller le caresser, mais le cheval part au moment où elle s'approche, moi, je vais lui poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe pour toi? Et elle va faire sa propre analyse, parce que avant, je lui aurais aussi enseigné comment aller lire ses réactions, ses ressentis à l'intérieur, ses sensations en fait. Ok, il y a un travail en amont avant d'aller voir. Travail en amont avant d'aller voir le cheval, justement pour assurer qu'on rentre en toute sécurité et que la personne est capable d'analyser ce qui se passe en elle. Et voilà, c'est tout un processus d'évaluation de ses ressentis, de ses émotions, Ouais, en fait, je pose des questions ouvertes pour que la personne elle soit en capacité d'analyser soit la réaction du cheval, soit ses propres réactions corporelles. Mais vous faites des exercices spécifiques avec les chevaux? Oui, alors du coup, il y a différents exercices. Il y a les exercices plutôt introspectifs où la personne, elle va au contact du cheval et en fait, il va entre guillemets, pas se passer grand-chose visuellement vu de l'extérieur, mais où à l'intérieur de la personne et la connexion entre le cheval et la personne va être
très fine et très subtile, mais il va se passer des choses et des ressentis qui vont faire prendre conscience à la personne en fonction du sujet. Et après, les exercices plutôt actifs où là, la personne sera mise en condition de mener le cheval, soit à travers des obstacles ou dans des conditions particulières, où là, elle va devoir travailler sa posture de leader, parce que le cheval peut accepter ou refuser de faire un exercice, et c'est là que tu vas découvrir ça a des compétences managériales, par exemple. par exemple. Ok, ça devient plus... Et par exemple, pareil, tout ce qui est assertivité, confiance en soi, va pouvoir ressortir en fonction de soit la prise d'initiative de la personne ou la façon dont elle va se comporter avec le cheval va révéler la façon dont elle se comporte dans la vie de tous les jours, en fait, avec ses proches, avec ses relations professionnelles. Ok. Donc en fait, le cheval est le miroir de notre extérieur. Absolument. Alors le mot miroir est de plus en plus galvaudé, mais je l'utilise encore en conscience en me disant voilà, c'est un être vivant à part entière. Le cheval, il a ses propres émotions, mais c'est vraiment, il nous renvoie, il réagit à comment nous on se comporte. Donc grâce au coach qui justement fait l'intermédiaire entre les deux, ça permet de faire cet effet miroir. Mais c'est pas le cheval tout seul qui est le miroir. Mais voilà, c'est pour ça que j'apportais cette subtilité, que vraiment c'est c'est l'humain qui fait tout le travail. Le travail de projection psychologique, c'est le client quand il vient qui fait le plus gros du travail, en fait. Tout se passe à l'intérieur de lui parce qu'il a déjà les ressources, il a déjà les choses à l'intérieur de lui. C'est pas des compétences qu'il va apprendre, c'est des choses que le cheval va lui rappeler, qu'il est capable d'avoir confiance en lui, qu'il est capable de montrer la direction, tout ça. Ok. Et t'as un cheval ou t'as plusieurs chevaux? Enfin, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai mon cheval, mais je travaille avec plein de chevaux. D'accord. Je travaille avec les chevaux de l'élevage de gros beaux. Je travaille avec plein de structures différentes avec lesquelles je crée des partenariats un peu partout en France, finalement, parce que beaucoup de chevaux peuvent jouer ce rôle de médiateur. Après, je l'ai choisi quand même consciemment. Je prends pas n'importe quel cheval que je vois dans un pré. Il faut qu'il ait quand même des prédispositions, un mode de vie qui correspond également. Ok. Donc c'est pas tous les chevaux qui peuvent le faire. Alors en théorie si, mais en pratique non, parce que un cheval selon la façon dont il est élevé ou en tout cas dont il vit, il sera potentiellement coupé de cette capacité de perception sensorielle. Ok. Un cheval qui est enfermé dans un box 24 heures sur 24, il aura plus forcément cette capacité de perception parce qu'il sera coupé de son corps. Ok. Par exemple, c'est un exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Ok. À quoi ça ressemble une journée de travail pour toi? C'est une question piège parce que il y a pas une seule journée qui se ressemble. Si jamais je suis en train d'animer un séjour de plusieurs jours, je vais être avec les clients et les chevaux presque 24 heures sur 24, sauf la nuit. Et si je ne suis pas en train d'animer un atelier ou quelque chose, parce que j'en ai pas tous les jours de l'année non plus, ça va être une demi-journée consacrée aux chevaux et une demi-journée consacrée au développement de mon activité, donc plutôt en travail à la maison, quoi. Ok. Donc tout à l'heure tu disais que tu travaillais avec tu pouvais travailler avec d'autres structures, donc c'est un travail que tu fais seule et aussi en équipe. Enfin, comment ça se passe? Moi, je considère que travailler avec les chevaux, c'est un travail d'équipe parce que je ne peux pas gérer tout l'aspect de... Oui.
c'est pas moi qui donne la nourriture au cheval, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est un travail d'équipe de s'occuper des chevaux, et c'est aussi un travail d'équipe de s'occuper de l'humain parce que je n'ai pas non plus toutes les casquettes et toutes les compétences pour accompagner toutes les personnes qui viennent me voir, et que c'est important de fonctionner en système et pouvoir voilà, si la personne elle vient avec telle problématique et que moi je peux l'aider sur tel aspect mais pas sur d'autres, et ben que je sois capable de pouvoir l'accompagner quand même. C'est important d'avoir une capacité de réorienter vers d'autres professionnels et de fonctionner justement avec d'autres professionnels, que ce soit parce que du coup en équi-coaching il n'y a pas d'obligation d'être thérapeute, donc c'est-à-dire que moi je ne suis pas considérée comme thérapeute, j'ai pas un diplôme de thérapeute, mais c'est important de voir la santé mentale et même l'accompagnement, le coaching dans sa globalité. Ok. Et quel type de clients t'accompagnent? Les adultes, les enfants, les professionnels, un peu tout? Donc jusqu'à présent, là, ça fait 2 ans et demi que je suis certifiée, que j'ai lancé mon entreprise et que du coup j'ai une activité, et jusqu'à présent, j'ai touché un peu à tout et j'ai exploré pas mal de publics, et j'aime travailler avec tout le monde. T'as une préférence? Mais ma préférence, je pense que c'est et c'est ce sur quoi je vais me consacrer aussi l'année prochaine pour développer un programme qui soit pas une prestation unique, mais qui soit vraiment un cheminement, un accompagnement transformatif, on peut dire. Et là, pour le coup, je pense que je vais m'orienter sur les entrepreneurs du bien-être. Mais c'est encore prématuré de parler de ça pour l'instant. Le projet, il est pas complètement défini non plus. Mais l'idée, c'est de rester ouverte à toute proposition, aussi au niveau des collaborations. C'est-à-dire que je collabore beaucoup avec d'autres équi-coachs ou d'autres professionnels de la médiation équine qui me font intervenir sur leurs propres projets et où j'interviens en tant que prestataire. Et là, pour le coup, j'interviens aussi bien auprès des entreprises que des particuliers. D'accord. Donc c'est cette polyvalence-là que j'ai, et cette appétence de voir plein de monde qui fait que je peux vraiment passer partout, quoi. D'accord. Ok. Quelles sont tes conditions de travail? Donc c'est un travail que tu fais beaucoup dehors, je suppose? C'est que ce que je te disais quand par rapport à l'organisation de mon temps, c'est vraiment 80% dehors avec les clients et les chevaux, ou en intérieur, parce que lors des ateliers, on n'est pas non plus si par exemple sur 8 heures d'atelier, on n'est pas forcément 8 heures dehors. Il y a aussi des moments où on peut être en intérieur, faire des cercles de parole, par exemple, qui peuvent être faits en intérieur dans les saisons froides. Et puis, il y a les 20% de mon temps où je les passe quand même sur l'ordinateur au développement entrepreneurial de l'activité. Okay. Et donc, t'as pas d'horaire? J'ai pas d'horaire. Même que ce soit avec ou sans les clients, ça peut être le week-end, et surtout quand j'organise des séjours de plusieurs jours, il y a vraiment pas d'heure. Il y a le moment où je dors, où je suis toute seule, mais sinon après, on prend le petit déjeuner ensemble, le dîner ensemble. Immersion avec le coach totale. Totale. Ok. Ah, c'est chouette. Au moins, c'est vraiment ça la plus-value aussi des séjours sur plusieurs jours, c'est qu'il y a pas de différence entre moi et les clients. On vit ensemble pendant le temps du séjour, et c'est hyper enrichissant. Et du coup, quand c'est comme ça, vous êtes, sur le centre équestre, sur le lieu qui est défini en amont, et justement pour ces séjours-là, l'idée c'est d'être au plus proche des chevaux et d'avoir un hébergement sur place. Donc je choisis principalement les structures qui peuvent accueillir les personnes sur place. C'est ça, quand il y a quelqu'un qui te contacte, en fait, toi, t'as pas de lieu attitré et on va te contacter et tu vas dire, bah oui, on va pouvoir faire un séjour ici, par exemple. C'est ça. Bah, j'ai mon point de chute qui est ici, où j'ai
partenaire ici, mais si par exemple la personne me vient de Normandie et me dit qu'elle peut pas se déplacer ici, je suis capable de créer quelque chose là-bas. En plus, dans le réseau d'Equicoach, il y en a, il est disséminé, on va dire, un peu partout. Donc, si vraiment c'est avec moi que la personne veut travailler, je peux trouver des chevaux là oui, où tu peux la partir en personne se trouve. déplacement. Absolument. Ok. Quelles sont les compétences nécessaires du coup pour faire ton travail? Les compétences métiers, ça va être d'être capable d'identifier du coup la problématique du client pour pouvoir l'accompagner au mieux sur ce sujet-là et pas être hors sujet, parce que si la personne elle vient pour la confiance en elle et que je travaille sa capacité Alors, à s'organiser, voilà, ça n'a pas trop de sujet. Mais donc cette capacité de comprendre en fait le client, de comprendre sa problématique et en tout cas ce dont elle veut parler, ce dont elle veut parler avec le cheval, ce qu'elle veut explorer, ça requiert beaucoup de compétences d'écoute active, de savoir reformuler les phrases de la personne et surtout en tant que coach on est dans la bienveillance, on n'est pas dans la manipulation, c'est un gros mot, mais on n'est pas dans l'interprétation de ce que la personne va nous livrer et va déposer. On est vraiment dans une approche où la personne va être mise en condition de penser par elle-même et de trouver les solutions par elle-même. Et ça demande une vraie compétence en tant que coach, de savoir rester à sa place, de pas penser à la place de la personne et de ne pas être dans l'analyse et la réflexion, mais plus dans le soutien, dans l'exploration en utilisant des questions ouvertes. Voilà, tout ça, c'est vraiment des compétences qui s'apprennent et je venais de loin, donc vraiment mon année et demie de formation m'a vraiment appris à avoir cette posture-là. Et après il y a toutes les compétences justement relationnelles qui sont ultra importantes, parce que quand on est pendant 72 heures ou plus en immersion avec les personnes, il faut être capable d'avoir le sourire tout le temps, d'être à l'écoute, et ça demande des vraies compétences relationnelles qui s'inventent pas non plus, mais Oui, toutes les compétences s'apprennent, mais c'est ça. Mais alors, en plus, je suppose que quand vous faites une immersion avec les clients, il y a le moment où vous travaillez, puis après il y a le moment où on partage un peu plus en off, on va dire les repas, et en fait il y a plein de choses qui se disent à ces bien sûr, moments-là. il y a plein de Et en choses fait, qui se passent. toi, ton travail il s'arrête pas au moment où C'est ça. vous Et arrêtez le travail entre guillemets. après, voilà, il y a un cadre global que je respecte. Après, je suis quand même capable de naviguer entre d'étendre un peu ce cadre dans les moments un peu plus informels où Mais il y a je des vais fois être des quand choses. même Oui, il y je a des vais choses. quand même être moi-même. Enfin, je vais pas non plus me déguiser. Oui. C'est vraiment c'est moi en permanence. C'est juste que il y a des moments où je vais garder cette posture de coach et des moments où Un j'aurai peu plus peut-être souple. un peu plus la souplesse de l'ami, ou en tout cas d'une relation plus informelle. D'accord. Ce qui se passe dans les moments informels sont presque aussi importants de ce qui se passe en séance, oui, parce que c'est là où les personnes, elles vont peut-être relâcher, lâcher les masques, ou en tout cas C'est ça. la force du collectif, c'est ça aussi, c'est que une personne va rebondir sur une autre, et vu que le cadre sera plus souple, les personnes vont interagir différemment Différent. aussi. C'est ça. C'est chouette. Est-ce qu'il y a un fort besoin de praticiens tels que toi, du coup, de coachs comme toi, d'Equicoach? Est-ce qu'il y a de la place, en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer? Oui, complètement. En vrai, la médiation équine, c'est vaste. Donc, ça regroupe les équicoachs, les équithérapeutes, les équiciens. Il y a plein de formations qui mènent à ce métier-là.
D'accord. C'est juste une appellation et une formation différente, un centre de formation différent, mais on a tous cette vocation à permettre la relation entre l'humain et le cheval. Et au contraire, je trouve que c'est un métier qui est demandé, surtout les professionnels qui sont au contact de publics fragiles ou en tout cas qui sont éloignés des soins. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la nature et qui n'ont pas accès à se faire accompagner. Et donc l'accompagnement que l'équicoach, l'équicien ou l'équithérapeute peut proposer permet de combler ces manques par rapport aux professionnels de santé. OK. Je sais pas si c'est clair. Oui. Ouais. Après, donc tu dis, il manque ou il y a besoin, mais comment vous faites connaître? Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, on vous connaît pas forcément les équicoachs. C'est vrai que l'équicoaching au départ, ça a été connu grâce aux entreprises qui ont instauré ça pour leurs managers, mais sur le marché particulier, ça va être notre défi aussi des années à venir, c'est que la demande, on n'en manque pas au niveau des clients, mais pour l'instant, ils nous connaissent pas encore tous. On n'est pas aussi répandu que les C'est ostéopathes, ça. par exemple. C'est ça. On n'a pas pignon sur rue. Les chevaux, ils vivent pas dans les villes, donc c'est pareil. C'est vraiment comment on fait en sorte que les personnes viennent jusqu'aux chevaux. Et ça, c'est des défis que la profession rencontre et je pense que c'est à nous tous, enfin collectivement, il va falloir qu'on trouve des solutions. J'ai pas la réponse moi aujourd'hui individuellement. En tout cas, la demande existe. La demande existe. Voilà. Et après, faut arriver à se rencontrer. Il faut arriver à se rencontrer ou en tout cas à sensibiliser les gens. Mais c'est comme tout. Enfin, moi, je considère que j'apporte quelque chose. Justement, j'apporte une pierre à l'édifice de permettre à la santé mentale de se démocratiser, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur d'aller voir un psychologue et qui pensent que les personnels, les professionnels de la santé mentale sont pour des personnes qui sont atteintes de troubles très importants. Mais en fait, on en a tous besoin. Et c'est là que l'équicoaching, je pense, a un rôle à jouer, c'est démocratiser c'est les accompagnements pour des personnes, enfin comme toi et moi en fait, comme nous tous, on a tous besoin d'avoir une oreille attentive. En équicoaching, c'est le coach et le cheval, mais en fait, ça répond à plus qu'une demande, à un vrai besoin de société. OK. Et tout à l'heure, tu as commencé à dire que tu avais fait une formation. C'est quoi comme formation? C'est un diplôme obligatoire? Enfin, on est obligé d'avoir un diplôme spécifique pour exercer? Comment ça se passe? Alors, les assurances demandent un diplôme, oui, donc il faut, une certification qui est de préférence reconnue par l'État. D'accord. Et il y a beaucoup d'écoles qui existent aujourd'hui. Enfin, beaucoup. J'ai pas le chiffre en tête, mais autant il y a 15-20 ans, l'offre de formation était plus limitée et il y avait moins de choix. Aujourd'hui, il y en a vraiment pour tous les goûts, j'ai envie de dire, en fonction c'est pareil, c'est une question d'humain. Maintenant, les formations professionnelles pour la profession d'équicoaching, il y a vraiment l'embarras du choix et mon conseil, si je peux me permettre, c'est de justement choisir une formation qui est reconnue, donc soit au RNCP ou qui est
qui est finançable en CPF, ça permet aussi d'assurer la reconnaissance de la certification derrière. D'accord. Et c'est possible que l'équi-coaching soit réglementé dans les années à venir. Et du coup, c'était ça ma recommandation de choisir une Oui, parce que si une on est formation reconnue. RNCP, C'est que après enfin pas les accréditations, mais les validations d'acquis pourront être faites ok. quand si jamais il y a une réglementation qui s'instaure sur le métier, il y aura pas besoin de repasser quelque chose derrière. En principe, Non, c'est pas... les centres de formation feront le nécessaire pour qu'on puisse être reconnu, quoi. Ok. Dans tous les cas de figure. Question un peu bête, est-ce qu'on peut être équicoach et ne pas avoir baigné dans le monde du cheval depuis l'enfance? Oui, complètement. Ne pas avoir passé des galops, enfin... Absolument, le cheval est accessible à tous vraiment et selon les formations, il y a des prérequis avec le cheval, mais qui peut être, on peut se former à savoir gérer des chevaux à pied, puisque en équicoaching on ne monte pas sur le cheval, donc même quelqu'un qui n'est pas cavalier et qui ne vient pas du monde du cheval peut se former, peut apprendre à travailler avec les chevaux, à les comprendre. D'accord. Voilà. Ça, je pense à des personnes qui, voilà, sont passionnées par le cheval, mais n'ont jamais eu la Mais chance, parce que, complètement, c'est quand même complètement, des fois pas toujours facile, de faire du cheval absolument. pour les familles, inscrire dans des clubs, tout ça. Mm. Donc, c'est possible. Et pour l'anecdote et pour justifier mon propos, c'est que moi j'ai toujours fait de l'équitation, mais j'ai vraiment rencontré le cheval qu'en 2018 parce que je savais monter dessus, je savais lui demander d'aller à droite, à gauche, de sauter des obstacles, mais être à côté de lui, le regarder et me sentir vulnérable, je ne savais pas faire. Jusqu'en 2018 où j'avais pas fait de cheval pendant longtemps à cause de mes études, mes voyages et en revenant ici, je me suis dit je vais quand même retourner vers le cheval et j'ai trouvé une professionnelle qui enseignait justement la relation au cheval. Ça s'appelle l'équitation éthologique dans le milieu du cheval et mon regard a complètement changé. En fait, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment rencontré le cheval à ce moment-là où je me suis mise à pied et où j'ai découvert ce que c'était d'avoir une connexion et une relation avec le cheval. Ok. Donc c'est possible. D'accord. À tout âge. Parfait. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Joker. Je pense que oui, j'ai plein d'exemples. Pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure de répondre à cette question puisque je n'en vis pas encore. Mais j'ai plein d'exemples autour de moi qui me montrent que c'est possible, qu'on soit équicoach ou équicienne ou équithérapeute d'ailleurs. Vraiment, quelle que soit la spécialité, c'est possible d'en vivre. Ce qui va rendre cela possible, c'est justement de continuer à travailler sur soi et à débloquer les freins, les croyances limitantes et tout ce qui empêche justement de gravir les montagnes, les paliers qui nous emmènent vers l'accomplissement de nos rêves. Moi, je sors d'une période où j'avais besoin de reprendre confiance en moi sur ce point-là et où je suis coach, mais je me fais accompagner aussi. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas on est coach et où on est coaché. En fait, c'est important, même surtout quand on accompagne d'autres personnes, de se faire accompagner, de se faire superviser. Et donc voilà, c'est un processus. Très bien. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Évolution, c'est un mot tellement large que oui, on est amené à évoluer constamment et que l'équicoaching et le monde du cheval dans sa globalité a tellement de revers, de facettes que de équicoach on peut devenir par exemple, je prends mon exemple personnel. Pour l'instant, je suis équicoach, j'ai un cheval et je loue d'autres chevaux. Mon évolution, ça pourrait être d'avoir mon propre haras, mes propres chevaux, et puis d'avoir mon propre lieu d'accueil. Et puis l'évolution suivante, ça pourrait être d'en avoir plusieurs, je ne sais pas. Oui. Mais donc je pense que l'évolution, elle est permanente et ça dépend vraiment.
ça dépend d'un individu à l'autre et de la grandeur de nos rêves. Et ça, finalement. OK. Quels sont tes plus grands défis au quotidien? Le premier, ça va être de me remettre en question, justement, de pas rester campée sur les compétences que j'ai. Toujours continuer d'avancer pour me dire que rien n'est figé. Et ça, c'est un grand défi parce on aime bien notre zone de confort. C'est bien. Le deuxième défi, c'est le métier d'entrepreneur est un défi géant à lui seul parce que c'est pas l'argent ne tombe pas du ciel et les clients viennent pas forcément à nous naturellement. En claquant des doigts? Donc ça représente un grand défi et des grands challenges de se faire connaître et de rayonner. C'est ça. OK. Et quels sont tes moments de gratitude alors? Oh là là, mes moments de gratitude, ceux dont je ne me lasserai jamais, c'est de voir cette rencontre justement entre le cheval et l'humain et je pense que si je faisais un film de ce que je vois, il y aurait des étoiles et des paillettes partout tellement c'est beau de voir ce qui se passe et à chaque fois j'aime pas le mot magique, mais à chaque fois c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait qui ne s'expliquait pas alors que ça s'explique et que je peux l'expliquer vraiment concrètement mais c'est tellement beau que c'est forcément ça me met en état de joie et de gratitude instantanément. C'est chouette. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager sur ton métier? Alors c'est pas amusant mais justement c'est un peu dans la prolongation de la question précédente, c'est que le premier séjour auquel j'ai participé, donc c'était pas moi qui l'ai organisé, c'était une équithérapeute ici à Grosbeau et c'était pour 3 jeunes de 10 ans issus de l'aide sociale à l'enfance d'Île-de-France qui étaient venus en immersion ici et ça les sortait complètement de leur quotidien. Et donc moi je suis intervenue auprès des 3 jeunes pour leur faire des séances individuelles. Et je leur ai demandé aux 3 la même chose. C'était le même exercice pour les 3. Mais j'ai été épatée de voir à quel point ils sont allés chercher des ressources en eux parce que aucun des 3 n'a utilisé la même ressource, le même outil pour effectuer la demande et pour obtenir la réponse du cheval ou des chevaux. Et c'était merveilleux et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en lumière, c'est que le métier que je fais permet vraiment de voir l'individualité de chaque personne et de pas considérer les gens comme juste des personnes qui se ressemblent, quoi. Je sais pas comment exprimer. Chaque personne est différente. Oui. Chaque personne va puiser différemment quelque chose en lui. Et c'est ça que j'adore au final dans ce métier-là. C'est pareil, comme ça, on n'aide pas les personnes tous de la même manière. On s'adapte à chaque situation. Complètement. OK. Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Oser faire le premier pas, oser accepter que c'est fait pour eux ou pour elles, et se dire que les rêves sont à portée de main parce que c'est tellement important pour moi de croire en mes rêves et de voir les autres croire en leurs rêves. C'est vraiment le meilleur conseil que je leur donne, c'est ça, c'est d'oser pousser une porte, se faire accompagner s'il faut pour faire les pas qu'ils n'arrivent pas à faire seuls, mais oser faire le premier petit pas. D'accord. Merci beaucoup Camille pour ta participation, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui pour nous présenter ton métier. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée.
Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!